Dans cette deuxième partie de la guerre des chiffres, nous allons étudier maintenant les chiffres concernant les risques liés au vaccin. Dans un premier temps, on va regarder les chiffres de la pharmacovigilance. Alors ça, c'est quelque chose que vous avez certainement tous vu et entendu, où l'on nous dit qu'il y a des milliers, des dizaines de milliers de morts, des millions de déclarations. Alors ce qui est vrai, c'est vrai qu'il y a beaucoup de déclarations de pharmacovigilance, mais qui ne sont pas toutes forcément liées à la vaccination. C'est ce qu'on appelle le principe de corrélation et causalité. La corrélation, c'est quand un événement survient temporellement après un autre. La causalité, c'est quand un événement survient à cause d'un autre. Par exemple, on va prendre un exemple de corrélation. Il a neigé ce matin, pas de chance, j'ai glissé dans l'escalier et je me suis cassé la jambe. Alors, je peux très bien avoir glissé à cause de la neige et auquel cas il y aura un lien de causalité, mais je peux très bien avoir glissé pour une toute autre raison, et auquel cas, même s'il avait fait beau, je me serais quand même cassé la jambe. Donc ça, c'est une corrélation. Sans plus de renseignements, on ne peut pas établir un lien. La causalité, il a neigé ce matin, et j'ai dérapé sur la neige, je me suis foutu dans le fossé, et ben voilà, là c'est une causalité. C'est bien à cause de la neige que j'ai eu cet accident. Il n'y aurait pas eu de neige, je n'aurais pas eu cet accident. Donc en pharmacovigilance, quand on fait une déclaration, c'est une corrélation. On déclare un événement qui s'est produit après la vaccination. Ça ne veut aucunement dire que cet événement est lié à la vaccination. C'est après aux scientifiques, aux experts des agences de médicaments de déterminer s'il y a en effet une causalité entre les faits déclarés et le vaccin. Tout ça, c'est très bien expliqué sur les sites de pharmacovigilance et généralement, même tout le temps, enfin, quand une personne va vous sortir les chiffres de pharmacovigilance, ne vous citera pas ces chapitres-là qui sont pourtant indiqués clairement, où il est bien mis que les chiffres ne représentent pas un lien forcé avec le vaccin et qu'ils ne doivent pas être utilisés pour juger de la dangerosité d'un produit. Un autre argument qui revient souvent, c'est qu'il y a beaucoup plus de déclarations d'événements indésirables sur le vaccin Covid-19. Alors c'est vrai, il y a énormément plus de déclarations, mais qui s'explique très simplement, d'une part par la médiatisation. Il n'y a jamais eu de campagne de vaccination qui a été autant médiatisée que celle-ci. Tout comme la crise du Covid, on n'a jamais eu une médiatisation pareille d'une crise sanitaire. Donc forcément, ce qui entraînera plus de déclarations par les professionnels comme les particuliers. Un exemple tout simple, c'est avant cette crise, est-ce que vous connaissiez les systèmes de pharmacovigilance tels que la NSM, VigiAccess ou le VAERS? C'est probablement pas le cas, hormis pour les professionnels de santé. Et un autre exemple, est-ce que avant cette crise, est-ce que vous seriez allé déclarer une simple douleur au point d'injection? Donc ça paraît évident, quand on fait une piqûre, ça fait mal. Personne ne serait allé déclarer ça auparavant. Aujourd'hui, ces douleurs au point d'injection sont déclarées dans les rapports de pharmacovigilance. Donc tout ça, cela explique qu'il y a beaucoup plus d'effets déclarés. Les critères de déclaration pour les professionnels ne sont pas les mêmes également. Pour les anciens vaccins qui sont connus, dont la majorité des effets sont connus, il y a des critères très stricts de déclaration. On ne déclarera pas n'importe quel effet sur un rapport de pharmacovigilance. Alors que pour le vaccin Covid, tout effet quel qu'il soit, tout événement quel qu'il soit, est signalé. C'est pour ça que, par exemple, on peut trouver des déclarations de décès suite à des chutes ou des décès par noyade sur ces rapports, alors que on sait très bien que ce n'est aucunement causé par le vaccin. Je vais vous montrer maintenant comment on peut vous faire peur avec la pharmacovigilance sans que cela soit réellement justifié. Donc ici, on va prendre exemple d'un produit pharmaceutique dont je vous tairai le nom.
C'est un produit, vous voyez, qui peut avoir de nombreux effets, des céphalées, des gènes thoraciques, des nausées. C'est toujours le même produit, réaction allergique, état de confusion, agitation, ça commence un peu à inquiéter. Là, on va jusqu'à l'arrêt cardiaque. Arrêt cardiaque, ischémie myocardique, là ça devient flippant. Et surtout, c'est que c'est pas fini. Il y a encore tout ça comme réaction. Donc là, quand vous voyez ça, vous vous dites, mais c'est impossible qu'un tel produit soit autorisé à la vente, il faut l'interdire tout de suite. Et bien ce produit, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un produit utilisé au scanner, c'est ce qu'on appelle un produit contraste iodé, c'est un produit qui est utilisé depuis 40 ans. Il faut savoir qu'en France, il y a, alors là c'est les chiffres de 2016, il y avait 5,4 millions de scanners réalisés chaque an. Depuis, ça a augmenté, on doit à mon avis pas être loin des 6 millions. Il faut savoir que la moitié de ces scanners sont injectés avec ce produit, ce qui représente à peu près 7500 injections par jour actuellement. Pourquoi alors continuer à injecter ce produit? C'est que d'une part, le bénéfice qu'il apporte est indéniable, c'est un bénéfice diagnostique, donc un meilleur diagnostic entraînera forcément une meilleure prise en charge du patient, et que les effets, tous les effets que je vous ai signalés auparavant sont des effets très rares. L'immense majorité des injections se déroulent sans souci. Et ce sont aussi des effets qui sont connus et, on va dire, maîtrisés. C'est-à-dire qu'une personne qui sera à risque, soit on lui injectera pas, soit on aura une préparation adaptée avant d'injecter ce produit. C'est à ça que sert la pharmacovigilance. Ça ne sert absolument pas à faire peur. La preuve, si vous ou l'un de vos proches avez passé un scanner injecté, je pense que personne n'y est allé avec la peur au ventre. Voilà, parce que ce sont des effets qui sont rares et maîtrisés. Donc pour le vaccin, c'est la même chose. Donc la pharmacovigilance nous a montré pour l'instant qu'il y a 2 effets qui sont potentiellement graves. Ce sont les thromboses pour l'AstraZeneca et les myocardites. Mais attention, ça ne veut pas dire que ces effets doivent vous faire peur. C'est des effets qui ont été répertoriés, c'est des effets qui sont rares, on en reparlera dans la 3e partie, c'est des effets qui sont rares. Voilà, donc ça ne doit pas remettre en cause le rapport bénéfice-risque du vaccin. Et quand on vous dit « oui, mais ce vaccin est dangereux, la preuve on l'interdit pour ça », non, c'est absolument faux. Ce n'est pas parce qu'il est dangereux qu'on l'interdit, c'est qu'il y a d'autres solutions qui existent sur le marché, d'autres vaccins qui présentent moins de risques. Il n'y aurait pas ces autres solutions, on continuerait d'utiliser ces vaccins-là parce qu'ils présentent un bénéfice largement supérieur au risque. Pour terminer cette 2e partie, je vais vous citer le titre d'un article qu'un média scientifique américain a publié là-dessus. Don't fall for the virus scare tactic. Ne tombez pas dans le piège des faiseurs de peur qui veulent vous faire croire que les vaccins sont dangereux. Ces chiffres sont certes impressionnants, mais ne représentent absolument pas les risques liés au vaccin.